Salut, je suis Marion Denis du think tank Vers le Haut, le premier think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Vous écoutez Jeunes et Brillants, un podcast qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs ambitions et leurs envies. Dans cet épisode hors série de Jeunes et Brillants, nous allons aborder un sujet plus sensible, mais qui fait partie de la vie d'un jeune sur 4 aujourd'hui en France, les troubles du comportement alimentaire. Les troubles des conduites alimentaires, ce n'est pas seulement l'anorexie, mais aussi la boulimie et la compulsion alimentaire isolée. Beaucoup de jeunes se sentent seuls face à eux-mêmes et n'osent pas en parler autour d'eux. C'est pour cela que je décide d'en parler aujourd'hui, pour aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule et témoigner que l'on peut s'en sortir. Je suis allée à la rencontre de Adèle, une jeune femme de 27 ans qui nous raconte son histoire. Hello Adèle! Salut Marion! Je suis très contente de te recevoir dans cet épisode hors série de Jeunes et Brillants. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet un peu difficile. Tu as décidé de me faire confiance et je te remercie pour ça. Merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire qui tu es, d'où tu viens? Alors moi je m'appelle Adèle, j'ai 27 ans, je viens de Brive-la-Gaillarde, ça fait 10 ans que je suis à Paris maintenant. Je travaille dans la communication, particulièrement dans le secteur de la culture, donc l'art contemporain, précision. Que te dire de plus de moi? J'ai grandi à Brive-la-Gaillarde, qui est, on peut le dire, un peu le middle of nowhere, à l'exception qu'on a produit deux présidents de haute volée. Ok, c'était comment ton adolescence? Tu t'as kiffé ou pas trop? C'est assez paradoxal parce que moi je garde de super souvenirs de mon adolescence à Brive. Je garde surtout aussi en tête l'idée de m'en barrer assez vite. Ouais. Donc disons que c'est la trajectoire à peu près classique des gens qui viennent de là. Moi j'ai eu une adolescence qui est un peu particulière parce que ma mère, déjà, j'ai un schéma familial qui est compliqué. Bon, je suis fille de divorcée, ça n'a rien de vraiment choquant ou d'innovant, mais ma mère est partie assez vite, en fait, pour des raisons professionnelles. Elle a quitté la maison assez vite. C'était pas nécessairement un choix de sa part, mais plus, une réalité économique et un besoin aussi de faire un peu de cash. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée en 3e, ma mère est partie travailler dans l'Yonne, ce qui est à peu près, pour contextualiser le truc, à 4h30 de route de Brive. Ah ouais. Donc moi j'étais toute seule la semaine à Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde. Ouais, j'y tiens, ça fait partie, tu vois, du folklore. J'étais toute seule à Brive, elle rentrait les week-ends. On a toujours eu une relation assez particulière, elle et moi, dans le sens où c'était très intense. C'est elle qui m'a élevée. Mon père est parti assez tôt, il était là sans être là, donc j'avais une figure maternelle qui était très très présente, qui faisait aussi le rôle de père, je pense, on peut se le dire clairement. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 14 ans, elle a dû partir. T'étais toute seule du coup? J'étais toute seule. Il faut savoir qu'à l'époque, elle était avec un type qui s'est avéré ne pas être quelqu'un de très bien. Donc on a eu 10 ans un peu de traversée du désert qui était liée quand même à sa relation, elle, sentimentale, qui je pense ont forcément eu un impact sur moi, la manière dont je me suis construite et de la représentation que j'avais de moi-même à un moment aussi, parce que ça a été une relation qui a quand même été basée sur le mensonge beaucoup, qui a été quand même sur des crises et des scènes assez violentes, donc ça te donne un rapport, si ce n'est au couple, au moins à la structure familiale qui n'est pas forcément celle sur laquelle on t'a bercé quand t'étais petit. Et que t'imagines aussi. Ouais, que tu projettes en fait. Tu te rends compte que, bon, après ça tu le comprends avec le temps, mais tu te rends compte que voilà, les relations sont pas faciles, sont pas simples, les choses sont pas linéaires. Ça arrive à certaines personnes et tant mieux pour eux, mais c'est pas la réalité de la chose. Et donc ma mère est partie. Elle était plus ou moins contrainte de la chose, donc même elle l'a pas forcément bien vécu. Et il s'est passé que je me suis un peu retrouvée sans repère. Okay. J'étais un peu en mode freestyle en fait, honnêtement, pour pas te mentir. Donc t'as 14 ans, donc c'est hyper jeune. Ouais, exactement, j'avais 14 ans, j'étais un peu en mode freestyle, je sais pas, affirmation identitaire, un truc où forcément t'es dans une révolte. Grosse crise d'ado. Grosse crise d'ado, mais vraiment, j'insiste là-dessus, accentuée par le fait que la relation que j'avais avec ma mère était tellement fusionnelle que je pense que le détachement devait se faire si ce n'est dans la souffrance, au moins à un moment de manière un peu cataclyktique, pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé, et donc du coup ça a été un peu compliqué. De là, bien sûr, il y a eu tous les déboires qu'on a quand on commence à être un peu
autonome et qu'on rentre dans l'adolescence. Même à 14 ans, ouais, c'est... Ouais, mais du moins une autonomie de mouvement, on va dire, qui est pas forcément celle que t'as avant. Des cercles aussi de personnes que tu rencontres qui sont pas forcément celles que t'as rencontrées avant, qui te font découvrir de nouvelles choses. Donc forcément, t'as la fête qui rentre dedans parce que ça fait partie des seules choses que tu peux faire à Brive. Donc il y a un moment, ça fait partie aussi des marqueurs sociaux, on va dire. Ouais. Donc la fête, il s'est passé que moi j'ai fait un coma éthylique quand j'avais 14 ans, justement, quand ma mère était pas là. Donc ça a été quand même une étape assez marquante. Moi j'en suis pas sortie traumatisée, je pense ma mère plus. Mais disons que ça a commencé en fait à marquer un peu la fracture qu'il y a eu entre elle et moi. Et après en fait tout a été un peu une succession, je pense, de trucs, voilà, où tu t'y retrouves pas, où t'es un peu seul tout dans le truc. Et il faut savoir qu'en parallèle de ça, quand même, moi il y a toujours eu un rapport au corps dans ma famille qui a été toujours un peu particulier. Je sais, surtout ma mère en fait, qui a toujours eu un truc, voilà, fallait rentrer dans des dictates de minceur. Si t'étais plus en chair, t'étais pas forcément sain. Et donc il y a eu ce truc où vraiment elle était en boucle là-dessus, sur me faire bouffer, tu vois, des légumes verts, me faire bouffer du poisson. Elle s'en félicitait toutes les semaines, tu vois, tu manges pas des pommes de terre comme tout le monde et tout. Et donc ça a développé un truc qui est, je pense, un peu étroitement lié, hein, parce que je pense que de toute façon c'est aussi toi la construction que t'as en tant que femme, surtout la construction que tu te fais de ton corps et forcément celle renvoyée par la construction qu'avait ta mère du sien. Et je pense pas qu'elle était malheureuse dans son corps, mais moi ça m'a quand même généré pas mal de troubles, de questions sur, voilà, il y a un idéal ou du moins un standard auquel il faut que tu répondes. Et moi j'étais pas forcément, j'étais tout à fait bien formée, j'avais pas de problème, j'avais juste un petit bidou, tu vois, qui me tracassait de ouf. Et en fait, tout est parti de là, quoi. Avec ce petit bidou, tu trouvais que tu rentrais pas dans les cases? Ouais, je rentrais pas dans les cases. Enfin, vraiment, en plus, tu vois, c'est vraiment la dysmorphophobie. Tu voyais un gros ventre alors qu'en vrai... Ouais, en plein dedans, tu vois. En plein dedans. Et puis après, tu vois, en plus, t'as forcément tout cet écosystème du lycée qui est pas forcément non plus le plus sain parce que tout le monde se cherche aussi. Donc, les choses arrivent vite. Et moi, j'étais prise dans un truc où il fallait répondre à un standard et j'avais le sentiment de pas y rentrer. Et j'avais en parallèle aussi tout ce truc, tu vois, où je me sentais, je pense, un peu seule, tu vois, face à la situation. Ouais, bien sûr, et ça t'a fait souffrir il y a eu un peu cette souffrance aussi. Ouais, clairement, je pense qu'il y a eu de ça. De la séparation avec ta mère, et du coup, ça a fait ressortir peut-être des... Ouais, je pense qu'il y a un truc, après, tu sais, c'est un peu pas paradoxal, mais disons c'est un peu particulier, t'as plein de formes de troubles alimentaires. Moi j'avais une boulimie compulsive qui me forçait à me faire vomir en fait derrière, donc ça en plus physiquement c'est dur, c'est éprouvant, tu vois, et rien que ça te laisse des séquelles et ça te fait un peu réfléchir et tu te sens forcément mal après. Mais il y a un truc aussi où comme t'es en pleine emprise avec ton corps, t'as un sentiment, tu vois, de contrôle sur la situation. Moi c'est comme ça que je le voyais aussi. T'as l'impression que toute la nourriture que t'ingurgites, en fait tu peux la faire disparaître, quoi. Ouais, exactement. Et puis t'as une contrôle totale, c'est-à-dire que voilà, tu décides que c'est rentré, ça ressortira, tu vois, genre l'image est terrible, mais non mais ouais. Mais c'est ça le truc. Et après c'est un cercle vicieux parce que tu t'affames, tu te mets dans des états, tu vois, où t'es à moitié anémique, du coup tu manges un gâteau, t'en manges un deuxième, au final tu vois, tu tues le paquet et t'arrives à la fin du truc, tu te dégoûtes, t'es en mode vas-y, je peux pas rester comme ça. Donc moi je pense que c'est surtout étroitement lié à ça, un sentiment un peu de solitude parce que je pense que tu fais pas ça, tu vois, quand t'es entouré. Ouais, c'est sûr. Ou alors je pense que j'étais entourée mais il y avait un sentiment de solitude autour de moi qui était planant, qui était assez parce que t'avais un manque et comme on dit un être vous manque et s'il te plaît. C'est nul, mais c'est vrai au final. Exactement, c'est exactement ça. Et je te dis
ce rapport au corps qui était hyper compliqué, même si ma mère m'a jamais fait de réflexion nécessairement. Mais tu vois, le genre de truc où tu t'es pas vu pendant un mois et demi, puis le premier truc qu'on te dit c'est t'as bien mangé à la cantine, tu vois. Ouais. Ça, t'as pas besoin de ça, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal quand t'es une femme, en fait. Je dis pas que les hommes en souffrent moins. Je pense que voilà, c'est un sujet qui est moins abordé parce que c'est peut-être moins répandu. Donc je veux pas faire de généralité là-dessus, mais il y a quand même un stéréotype du corps féminin dans la presse. Exactement, tu vois, que ce soit à la fois dans son hypersexualisation, dans son rapport à la mode. Parce que voilà, quand t'es à Brive aussi, c'est pareil, t'as pas grand chose d'autre à faire, t'as pas de musée, t'as rien, donc t'essayes de t'occuper comme tu peux, et ça passe quand même par beaucoup de magazines de mode, etc. Et au final, tu te retrouves avec une réalité qui est complètement déformée, quoi. Donc moi, je pense que c'est parti de là. Après, faut savoir, et c'est, je pense, inconsciemment, un truc qui m'a poussée là-dedans aussi, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de facilité à vomir. C'est-à-dire que petite, tu vois, genre je buvais un verre d'eau trop vite, je faisais 3 pas en courant, t'étais sûre je le vomissais à la fin. Ouais. Et t'as découvert ça quand t'étais petite? Ouais, et j'ai eu un truc en fait de rejet de la bouffe qui a toujours été hyper facile, qui a jamais été voulu jusqu'à un certain âge, tu vois, ou qui a jamais été conscient. Ouais. Mais il y a quand même ce facteur physique là qui fait que ça facilite, enfin c'est con à dire, mais ça facilite le process, tu vois. Ouais, parce que personne t'entend, tu peux faire ça plus discrètement. Exactement, et du coup, ça, tu vois, genre, je pense que j'aurais pas pu m'affamer. J'aurais pas une anorexie, tu vois, vraiment pure et dure, c'est pas quelque chose qui aurait pu être faisable chez moi, parce que l'air de rien, j'aime trop la bouffe en fait aussi, tu vois. C'est ça le truc. Et ça a duré combien de temps à peu près? Est-ce que tu penses aujourd'hui, tu te sens comment avec ça aujourd'hui? Je pense que c'est un truc, faut être quand même, c'est jamais vraiment guéri, je pense. Je pense que c'est un truc, tu vois, où dès que suffit que la vie te mette des bâtons dans les roues, t'as vite fait d'y retourner, quoi. Ça repart. Je pense que t'es jamais 100% guéri, t'es en rémission, je pense, toute ta vie, mais t'es jamais guéri, quoi. Tu penses qu'il n'y a pas de guérison possible, même avec un suivi sur le long terme, psychologique ou psychiatrique même? Disons que je l'espère, en théorie. En pratique, je pense que c'est des choses qui sont tellement ancrées en toi et qui sont tellement liées aussi à une forme d'incertitude ou c'est un manque de confiance en toi, tu vois, genre tu fais pas ça si t'es bien dans ta peau, ça c'est clair et net, tu vois. Et je pense que le fond du problème, il est ce manque de confiance en soi. Quand t'arrives à le solutionner, c'est sûr que t'es sur la bonne voie. Après, je pense que c'est quelque chose où t'es pas à l'abri d'y retourner, quoi. Tu penses que c'est vraiment une maladie mentale, ou est-ce que tu penses que si, par exemple, demain, la société a changé complètement et que, je parle utopiquement, tu vois, mais ouais, si tous les corps étaient acceptés, enfin, tu vois, dans un autre monde, est-ce que tu penses que ça existerait, cette maladie? Ouais. Je pense, je te dis, parce qu'en dehors de, voilà... de toutes les influences que tu peux avoir et que la société, tu vois, peut te renvoyer, t'as quand même vraiment un sentiment, pour ma part, où j'avais vraiment un sentiment de maîtrise sur la situation, tu vois, et ça, c'était vraiment déterminant dans moi. Mais tu vois, tu parles au passé, donc tu t'en es sortie quand même. Ouais, je m'en suis sortie parce que là, tu vois, je suis bien dans ma vie, je suis stable, je fais un travail qui me plaît, j'ai un mec qui est exceptionnel, je construis une vie, tu vois, qui est saine. Donc là, je suis pas dedans. Voilà, je te dis pas, si mon mec il me quitte demain... ça peut partir. Ouais. Et en même temps, c'est un peu triste, tu vois, ce constat-là que je dépende de tout ça. Tu dépends pas de tout ça, parce que tu peux aussi, pendant que tu vas bien, faire un travail sur toi-même, enfin... Ouais, bien sûr. Et moi, je suis sûre que ça, tu vois, ça pourrait t'aider aussi, tu vois, à part justement être fataliste et dire que dès que tu vas avoir une merde dans ta vie, bah tu vas... Mais je le sais, parce que tu vois, genre là, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas eu de crise, mais j'ai dû en avoir il y a 1 an et demi. Et pourtant, j'étais déjà bien dans ma vie, donc c'est vraiment un facteur extérieur, une période de stress intense, un moment
où t'es dans le doute, où tu sais pas où tu vas, etc. Ouais, je comprends. Enfin, moi, c'est comme ça. Après, voilà, je pense que c'est des expériences qui sont propres à chacun. C'est aussi des cheminements qui sont différents, des rémissions qui sont différentes. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à aller en parler à quelqu'un de professionnel. Et j'ai pas fait un suivi de fond. Et c'est là où toi, tu as raison. Peut-être que c'est quelque chose que je devrais amorcer pour que, justement, me dire que je suis guérie. Mais pareil, ça coûte. Ouais, bien sûr, ça coûte. Ça coûte, dur, hein. c'est une démarche qui est lourde, ça te confronte à la réalité de la situation qui est pas glorieuse. Et ça te demande aussi d'avoir une sorte de process sur toi-même. Le cheminement même de te dire, ok, vas-y, je vais aller voir quelqu'un. Et d'admettre le fait que, ok, je vais aller voir quelqu'un, t'as déjà fait 50% du chemin. Et après, il faut aller le voir. Mais après, tu vois, il faut aller le voir, il faut prendre le rendez-vous. Et l'air de rien, c'est des petites choses, mais qu'est-ce que c'est dur. Ouais. Tu trouves toujours une excuse pour pas y aller, enfin, ou pour passer à autre chose, ou faire autre chose. Et généralement, t'as carrément plus de crise pendant une période pour pas aller à ce rendez-vous, quoi. Exactement. Et à tes proches, est-ce que t'arrives à en parler quand même, ou est-ce que t'as réussi à en parler Non, moi j'en ai jamais parlé quasiment, je te jure. J'en ai parlé à vraiment mes amis très proches, ma meilleure amie, mon meilleur pote, et peut-être voilà quelqu'un qui devait être là un jour qui traînait pendant la conversation. Mais en soirée, ouais, non, même pas. Je vais te dire, c'est tellement glauque comme sujet, et les gens t'as quand même un a priori là-dessus, tu vois, que c'est pas un sujet que tu ramènes en soirée, je te cache pas. Ouais. Passer une certaine heure, ça peut être un... Ah ouais, moi j'ai pas passé le cap encore. Mais peut-être parce que je rentre suffisamment tôt, alors on va continuer comme ça. Toute bonne chose en une fin. Non mais oui, mais c'est triste, quoi, parce que là t'es en train de me dire qu'en fait les gens ils ont un a priori à parler de ça parce que c'est tabou, alors que ça devrait pas l'être. Mais c'est parce que en vrai, un jeune sur 4 a des troubles alimentaires, tu vois, c'est énorme. Bah, c'est que tu te mets dans une position de vulnérabilité qui est quand même unique. Ouais, c'est sûr. Et ça touche quand même à quelque chose, c'est de l'ordre de l'intime, tu vois, c'est ta relation à toi, ton corps. C'est compliqué, en plus c'est quand même très stigmatisé comme maladie. Quand tu parles, voilà, de troubles alimentaires aux gens... Ils t'imaginent faire 40 kilos, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ils t'imaginent faire 40 kilos. Moi, vraiment, je pense qu'à une période... Vraiment... En plus, tu vois, moi, je perdais même pas de poids parce que t'ingurgites, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc, c'est une torture que tu t'infliges. C'est plus te faire du mal, en fait, que... Ouais, exactement. Et tu vois, je te dis, c'est pour ça que moi, l'anorexie, j'aurais pas pu. Parce que je te dis, j'aime trop. Ouais, j'aurais pas pu me priver de bouffe, j'aime trop ça. Et vraiment, en plus, j'étais dans un rapport du coup qui était excessif à ça, qui était de toujours en ingurgiter plus. Et c'est horrible, la métaphore, je fais de la philosophie, enfin, tu sais, de la psychologie de comptoir, mais t'as un truc où tu combles, tu vois, quand tu manges comme ça, des quantités de bouffe pareilles, tu combles un truc. Et malheureusement, les gens, ils peuvent pas comprendre. Tu peux pas leur expliquer ça. Enfin... Bah, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent comprendre que ce que tu imagines, en fait. C'est que tu te renfermes un peu dans ta solitude, alors que je pense que je sais que c'est facile de dire ça, hein, mais... Enfin, je pense qu'en parlant, justement, c'est comme ça que tu peux te sortir du truc. Mais pas en parlant comme ça, en disant bonjour, je me fais beau. Ouais, non, c'est clair, c'est sûr. Je t'entends. En ayant des vraies discussions profondes, comme là, au final, ce qu'on fait, ça peut être peut-être une mini-thérapie. Non, mais clairement. Ça me lancer de fleurs. Non, mais vas-y, lance-les-toi. Mais je pense que. Et puis même, si ça peut aider des personnes aussi à se sentir moins seules, tu vois. Parce que je pense que c'est ça la vraie névrose, c'est que tout le monde se sent tout seul dans cette situation, alors qu'en fait, on est plein, quoi. C'est horrible. Non. Tragique. Non, mais toi, justement, par rapport à... Si tu rencontres, parce que là, t'as 27 ans, du coup, t'avais 14 ans quand ça a commencé et tout, qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille ou un jeune homme comme toi de 14 ans pour l'aider à se sortir un peu de ça, ou justement tout faire pour pas commencer, quoi? Déjà, je lui dirais t'es magnifique.
T'es magnifique comme t'es. Te laisse pas biaiser par le monde autour de toi. Vraiment, juste regarde-toi comme t'es. T'es splendide. Il y a tellement de formes de beauté et je pense qu'on vit dans une époque formidable pour ça. Où tu vois, on s'ouvre, on se découvre, on découvre plein de choses. On peut découvrir que voilà, tout type de personne, tout type de corps est bon à prendre. Donc vas-y, aime-toi et surtout parle-en autour de toi en fait. Livre-toi et pas peur de te livrer parce que comme tu le disais à juste titre, tu t'enfermes dans un truc infernal. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et d'autant sur libérer la parole, d'autant que je trouve qu'il n'y a pas assez de dispositifs, d'assauts, je sais qu'il y en a mais pas assez pour que justement les jeunes parlent de ce problème-là en fait et se livrent à des professionnels de santé ou même à d'autres ados, c'est chelou mais un groupe de parole par exemple ou des trucs comme ça, je pense que ça pourrait aider des jeunes en vrai, des jeunes qui ont pas, tu vois, toi encore t'as des amis et il y a des jeunes ils ont carrément pas d'amis, ils sont tout seuls. Moi déjà je dirais, je fais un appel à l'éducation nationale quoi, former vos pions à checker à reconnaître tu vois les signes, à pouvoir anticiper ce genre de trucs parce que comme tu le dis, s'il y a une personne sur 3, sur 4 en France, en plus du moins en adolescence qui fait ça, je veux dire les mecs ils sont tous au lycée quoi, genre ouais. ils sont tous ensemble, ils sont surveillés par des adultes. Enfin, former ces personnes-là à identifier les troubles parce que de toute façon, et le cercle familial, je pense, est peut-être encore plus compliqué pour certaines personnes aussi en termes de prise de parole là-dessus. Parce que voilà, comme moi je te l'ai expliqué mon parcours et que je pense que voilà, ma mère était pas forcément prête à l'entendre non plus, donc je me suis pas forcément livrée à elle. Mais tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait, je sais pas moi, une infirmière au lycée. Un pion, tu vois, moi j'étais un internat en plus, tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait un type quand même personne avec qui quand même je passe 5 jours de la semaine, plus que ma daronne. Et personne n'a été alerté Personne n'a été alerté, et tu vois, ça c'est pas... Personne n'a rien remarqué quoi, je veux dire. Personne n'a rien remarqué, et je veux dire, on le sait, hein, que voilà, les gens qui ont ces troubles-là, ils sont malins aussi, parce que c'est une maladie qui est pernicieuse, qui est vicieuse, qui du coup te demande d'anticiper toutes les situations possibles et inimaginables, mais il y a quand même des marqueurs qui trompent pas et ça, tu vois, je comprends pas que l'éducation nationale elle en fasse pas non plus un sujet. Ouais. Quand tu vois déjà la détresse psychologique des adolescents en règle générale, ne serait-ce que liés à leurs troubles hormonaux, enfin tu vois, genre sauvez-les de là quoi. En tout cas, merci beaucoup Adèle de m'avoir partagé ton histoire. Je t'en prie Marion. C'était super, j'ai adoré passer j'ai passé un super moment. Et je te dis à très vite. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org. Bye.